Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'encagement estival. Et du coup, pour ce faire, on va être deux intervenants. Amaury, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Amaury Renou, je suis installé avec ma compagne, dans le Maine-et-Loire et à Saint-Georges-et-Cette-Voies et donc en production de miel, en agriculture biologique, voilà, pour, synthétiquement, c'est ça. Et tu pratiques l'encagement depuis déjà plusieurs années. Depuis plusieurs années, ouais, 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 sous l'impulsion de Gérald, j'ai commencé par le retrait de couvain. Mhm. Et je pourrais pas dire quand. Si Gérald est là, il pourrait me dire, peut-être nous dire, mais ça fait quelques années, ouais, ouais. Ok, super. Gérald nous rejoindra peut-être dans une demi-heure, mais il aura peut-être un peu de retard. Et D'accord. du coup, je suis le deuxième présentateur et je suis l'animateur de la section apicole régionale pour le GDS Pays de Loire. Donc, au niveau du programme pour aujourd'hui, on va un peu introduire la méthode en parlant de traitement de fin de saison, mais en règle générale. Et ensuite, on va un peu se concentrer justement sur l'encagement. On va justement se poser la question de quand encager. Ensuite, on parlera des différents modèles de cage, les avantages et les inconvénients de ces différents modèles. On va également parler des traitements qu'on peut associer à l'encagement. On verra ensuite la méthode étape par étape. Donc, moi, je vais vous présenter une méthode générique et puis Amaury va vous présenter la méthode que lui il met en place chez lui. On parlera ensuite des avantages et des inconvénients de la méthode et puis on vous donnera aussi quelques petites astuces pour gagner du temps dans un premier temps, mais également limiter l'emballement de la reine et de ce fait l'effondrement de vos colonies. Et puis après, on va essayer aussi de trouver des petits itinéraires, des pistes en fonction de l'infestation de varroa que vous avez. Parce qu'on va le voir pendant la présentation, il n'est pas normalement recommandé de tout encager. Et puis à la toute fin, du coup, on aura une petite partie questions-réponses. Et justement, c'est pour ça, je vous le redis encore maintenant, vous pouvez poser vos questions dans la conversation au fur et à mesure. Et puis on essaiera de revenir dessus à la fin de la présentation. Donc le traitement de fin de saison, donc c'est un traitement qui est principal et qui est indispensable, que vous soyez en apiculture biologique ou que vous soyez en apiculture conventionnelle. Normalement, c'est vraiment le traitement que vous réalisez tous les ans. Et en fait, il existe plusieurs moyens de lutte pour réaliser ce traitement de fin de saison, mais on va avoir une difficulté majeure, c'est qu'une grande partie des médicaments qu'on utilise ne vont pas atteindre les varrois phorétiques. Donc, les varrois en phase de phorésie, c'est les varrois que vous voyez justement et qui sont sur le corps gras des abeilles. Et du coup, les varrois qui ne sont pas atteints, c'est les varrois qui, eux, sont dans les cellules qui sont operculées. Donc, pour juste recontextualiser un peu la chose, la femelle fondatrice varroa va se mettre dans une cellule lorsqu'elle n'est pas operculée, et la cellule, par la suite, va s'operculer, elle va ponctionner le corps gras de la larve et de la nymphe, et par la suite, du coup, elle va pondre un mâle et des femelles. Le mâle va reproduire, va féconder ses sœurs, et puis du coup, à l'émergence, là, on est sur un cycle de 21 jours, donc cycle d'une ouvrière. À l'émergence de l'ouvrière ou du mâle, elle va émerger avec du coup de nouveaux varrois, et puis le cycle va se répéter. Donc nous, c'est vraiment cette période-là hors couvain qui est un peu problématique parce qu'une grande partie des médicaments, en fait, ne peuvent pas toucher ces varrois-là. Donc on a le Formic Pro qui est un peu l'exception. Amaury, je sais que tu l'utilises pas mal. Est-ce que tu pourrais nous dire les difficultés d'utiliser un tel traitement et notamment en été? Alors, après tu disais, je sais pas pour enfin, par exemple en conventionnel, les traitements, qui sont sur une longue période, traitent le couvain operculé aussi. Là, tu Oui, mais parles que des moyens j'y de lutte viendrai après. que biologiques, ouais. Alors pour l'acide Mm. formique eh bien, mis à part la difficulté d'application parce que c'est sur 7 jours. C'est la température, en fait, qui pose vraiment problème, surtout en fin de saison. Alors cette année, bon, pour le moment, on n'est pas trop emmerdé par la température,
Mais ce qui pose problème, les années précédentes, c'était des températures trop élevées au moment de l'application. Voilà, c'est le seul, moi, c'est le seul, souci que j'y vois. Les premières, alors avant, c'était de l'acide, c'était le max, ça s'appelait comme ça. La posologie était peut-être un petit peu différente, mais les premières années d'utilisation pouvaient être délétères, en fait, pour la colonie. Ça pouvait aller jusqu'à l'emballement de la reine, donc la mort de la reine, voire jusqu'à la désertion des abeilles, des ruches. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais en tout cas, même avec cette posologie, la température est vraiment importante. Donc en fin de saison, ça peut être, problématique, quoi. Il faut vraiment être, à mon sens, en dessous de 25 degrés pour que ce soit pas trop, problématique pour l'abeille, ouais. Merci beaucoup, Amaury. Du coup, là, on va passer justement aux médicaments acaricides qu'on peut utiliser en fait en fin de saison. Donc, comme tu le disais, il y a la possibilité en fait d'utiliser des médicaments sur support, des médicaments du coup longue durée. Donc là, on est surtout sur des traitements conventionnels. Et en fait, c'est la diffusion prolongée de ces médicaments qui vont permettre en fait le contact avec les varrois en continu, puisque dès que les abeilles vont émerger, elles vont être en contact de ces lanières-là, et du coup, le varroa étant en contact va pouvoir être traité. Et la deuxième méthodologie de traitement, du coup, c'est d'utiliser un médicament flash, sauf que là, du coup, comme on l'a vu précédemment, en fait, ça va être efficace seulement sur les varrois phorétiques, en phase de phorésie. Donc, ça va être possible qu'après avoir observé une phase hors couvain, comme on peut le voir en hiver, ou sinon, il faut la provoquer, cette phase hors couvain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, on va vous parler d'encagement estival. Donc, l'introduction de la méthode de l'encagement estival. Donc, c'est une méthode de lutte biotechnique. Elle est utilisable du coup en apiculture biologique. L'objectif de la méthode, en fait, ce serait de maîtriser au mieux le parasite, mais c'est surtout, en fait, un objectif d'épargner les hivernantes. Des conséquences du parasite, on l'a vu précédemment, le parasite, il ponctionne le corps gras des abeilles. Et les hivernantes, en fait, elles ont un corps gras qui est plus important que les abeilles de saison, donc c'est vraiment de ça qu'on va essayer de les prémunir. Donc, on va créer une période hors couvain et de cette période hors couvain, on va pouvoir l'associer avec du coup un acide oxalique. Et en ce qui concerne les dates, généralement, dans la région, on parle de début juillet à fin juillet. Est-ce que toi, Amaury, tu peux nous en dire un peu plus justement sur les dates et quand est-ce que tu encages? Alors pour l'encagement, on pourrait envisager de faire ça tardivement, mais moi je le fais, schématiquement à la fin, la dernière, bah, là, il faudrait que je commence quoi, à la fin de la millée de châtaignier pour, pour avoir cette période d'encagement et après de traitement et de redémarrage de ponte, donc en fonction des années, là, on est le 4, oui, enfin, faut pas avant fin juillet, je pense, je veux dire un truc comme ça, quoi. Ok, ok, super. Tu veux dire, faut pas il faut éviter d'encager après fin juillet? Alors c'est envisageable, ça tout dépendra de l'arrière-saison, là, on pourrait espérer qu'à un moment l'été arrive, mais plus tu fais ça tardivement, en fait, et plus après la reine se doit de repondre pour, générer les abeilles d'hiver, et plus on fera ça tardivement et plus ce sera compliqué, quoi. Mais je j'ai déjà entendu des apiculteurs, dire qu'ils avaient encagé, début septembre. Heu, Après tout dé dans notre région, il faut le faire en tout cas pendant les dernières mielées, donc sur le tournesol, voilà, là, je dirais courant juillet jusqu'à fin juillet, 15 août, je dirais que c'est des dernières dates possibles, quoi, ouais. Ok, merci beaucoup pour les Mais précisions. ce n'est que mon avis, hein, après il y a moyen de faire plein de tests encore, hein. On peut essayer d'encager plus tard, enfin il y a des choses à faire, mais Mais c'est toujours bien d'avoir, d'avoir ton avis, sachant que tu le fais depuis, plusieurs années et puis on parlera un peu après de ton ressenti par rapport à la méthode, ce que tu en ressors et cetera. Donc là, on va parler justement un peu des différents modèles de cage. Donc, la Scalvini. Donc
Dans les alentours de prix, on peut être à peu près dans les alentours de 8 euros plus ou moins, en fonction de où on va se fournir. Donc c'est une cage qui se place au centre du couvain et généralement, soit on prépare des partitions en polyester, soit on met cette petite cage justement en découpant le tour d'un cadre de cire pour l'inclure directement dans la colonie. Euh, Et du coup, bah, cette cage, elle permet en fait une ponte qui est maintenue, mais qui est avortée, parce que la place entre les cellules et le haut de la cage n'est pas suffisante en fait pour permettre aux larves et aux nymphes de se développer. Du coup, les ouvrières nettoient continuellement la cage, ce qui permet à la reine en fait finalement d'être maintenue en ponte. Et du coup, j'ai juste rajouté le fait que c'était un petit espace pour la reine, mais comme elle est bien prise en charge normalement et que la ponte est maintenue, je pense pas que ce soit forcément un problème. Et du coup, Amaury, toi, c'est la cage avec laquelle tu travailles. J'ai commencé l'encagement sur des cadres, complets, ce qui Mhm. sous-entend après de détruire le couvain, pour que le traitement soit efficace ou en tout cas traiter ce cadre de couvain operculé et c'est cette cage que j'utilise maintenant depuis des années, ouais, ouais, ouais. Alors moi je ne découpe pas ni n'utilise de polystyrène. En fait, j'encage mes rennes au moment, sur une période donc fin de châtaignier, donc il est possible qu'elles aient, des hausses avec du miel, encore, au moment de l'encagement et ce que je fais, c'est que toutes nos ruches sont partitionnées, donc elles sont, au maximum sur 9 cadres, donc ce qui sous-entend que je peux rajouter un cadre de hausse, dans cette ruche. En fait, moi, ma cage, je la presse sur un cadre de hausse vide, heu Hmm. et j'introduis l'arène encagée sur ce cadre de hausse, au milieu du couvain. Voilà. Donc j'ai pas cette découpe à faire, voilà. J'ai juste à presser la cage sur le cadre de hausse, qui sera un petit peu déstructuré quand on enlèvera la cage, mais qui sera rebâti l'année suivante. Donc voilà, je m'embête pas moi à découper au milieu du couvain, l'espace de cette cage pour l'introduire. Voilà. J'ai introduit un cadre vide de hausse, dans lequel j'ai pu, incorporer cette cage, par pressage, quoi. Ouais, voilà. Ça te fait un gros gain de temps, quoi, par rapport à la préparation Bah, de la découpe, etc. j'ai jamais fait autrement, donc je sais pas trop, mais je pense que oui, c'est un sacré gain de temps, ouais, ouais. Merci beaucoup. Donc ensuite, on a la cagette chinoise. Donc là, on est vraiment sur des prix qui sont bien moindres, dans les alentours de 50 centimes environ. Donc généralement, on la place au centre du couvain et on la suspend en fait entre deux cadres de couvain pour que la reine soit bien prise en charge. Après, comme vous pouvez le voir, là pour le coup, il n'y a pas d'espace de ponte. Donc la ponte, elle est interrompue totalement et donc on a un très petit espace pour la reine. Amaury, on a discuté un peu en off. Tu m'as dit que tu allais peut-être utiliser ces cages pour un encagement hivernal, mais pas pour un encagement estival. Est-ce que tu peux un Alors peu nous expliquer pourquoi? c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le fait que la cagette Scalvini permet à la reine de pondre, en continu. Mhm. Moi, j'ai lu et compris que c'était important pour la reine de ne pas être, empêchée de pondre en pleine saison, dans une logique de reprise de ponte correcte, sur 20 jours en pleine saison. Donc cette cagette-là, moi j'en ai acheté, alors pas celle-ci, mais une plus longue, elles sont encore plus longues, elles doivent faire 4 fois la hauteur de celle-ci et pour le coup, pour une rupture de ponte à l'automne où la reine est censée, en fonction des conditions climatiques, s'arrêter de pondre. Donc là, j'imagine, biologiquement alors, je pense que le véto serait là, il pourrait nous en dire beaucoup plus, mais biologiquement, heu, je saurais vous dire. J'ai des apiculteurs qui ont essayé ce genre de cagette en plein été et ça fonctionne aussi. Je l'ai Hmm. pas essayé, donc je pourrais pas vous dire. J'ai pas d'avis, pour un encagement estival avec ce genre de cage, ouais. Ouais, c'est vraiment l'arrêt de ponte qui peut
poser entre guillemets question sur une reprise plus ou moins Ouais, rapide en voilà, fait, pour elle. finalement. En termes biologiques, ouais, le fait que d'un coup, c'est le fait de pouvoir pondre soit enfin, l'activité de ponte soit bloquée, peut entraîner des problématiques de reprise de ponte après l'encagement. Mais j'ai jamais essayé. J'en ai quelques-unes, je pourrais faire quelques essais, avec cette cage et voir si la reprise de ponte est la même, mais pour le moment, j'ai pas d'essai, donc je peux pas vous dire. En tout cas, la Scalvini fonctionne très bien, ouais. Mmh. Après du coup, on a la cage MENA, donc c'est un peu, c'est un principe qui est différent. Bon, on est dans les alentours de 20 €. Là, pas de prise de tête, on prend directement la cage et en fait, elle remplace directement un cadre en fait, finalement. Donc la ponte, elle est interrompue totalement, aussi et du coup, là, il y a un grand espace pour l'arène donc on est plus aussi normalement dans une logique, d'encagement, potentiellement à l'automne qu'un encagement, estival. Et ensuite, du coup, il y a la cage dont tu parlais peut-être au début ou en tout cas un modèle peut-être qui s'en approche. Là, on est du coup sur une cage pour un cadre, donc sur un prix à peu près de 40 €, mais il en existe aussi pour des, cadres de hausse. Donc moi, j'ai mis que le placement devait se faire au centre du couvain, mais je sais que certains apiculteurs, le font aussi en rive. Hem, Après du coup, bah, ça permet de maintenir la ponte. Il y a un grand espace pour l'arène, mais par contre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça fait effet de cadre à piège et du coup, l'idée, c'est qu'on cumule un peu 2 méthodes parce que, on se retrouve avec un cadre qui va être, pondu et du coup, on va devoir associer cette méthode à du retrait de couvain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette méthode? Là, pour le coup, alors tu dis 40 €, mais tout le monde a des grilles à rennes peut-être en plastique, enfin, OK. c'est assez simple de condamner. Je pense à cette époque-là, on est enfin, fin d'été, les colonies sont plutôt logiquement populeuses. Si la reine est condamnée sur un cadre en rive, ça va pas impacter, sa prise en charge. Donc on peut imaginer faire une partition, si vous élevez, enfin, il y a des petites partitions qui existent, mettre le cadre de l'autre côté et la reine dessus. Ça, c'est jouable. Après, ça sous-entend qu'il y a plein de donc la reine a pondu, généralement, on se retrouve si la colonie est en belle santé avec un cadre de couvain operculé, quasiment généralisé et la seule solution, puisque là, ce sera vraiment un cadre qui va encore plus capter les phorétiques pour leur reproduction, soit c'est la destruction, soit moi, ce que je faisais les premières années, c'était de récupérer tous ces cadres, sans la reine évidemment, enfin au décagement, on la remet dans la partie, de ruche, qui était sans ailes et tous ces cadres-là, on les rassemble. Après nous, on a beaucoup de bruches en tant que, enfin je sais pas après sur quel nombre de ruches, se fera l'encagement de chacun, mais admettons que 6 ruches soient encagées sur ce type de cage, on pourra très bien imaginer rassembler ces 6 cadres dans une même ruchette et là, pour le coup, les traiter, à l'acide, Formic Pro, par exemple. Mais autrement, la seule solution, ce serait de griffer ce cadre, détruire le couvain avec une griffe, d'extraction et du coup, les varroas encore présents dans ce couvent operculé seraient obligés de sortir avec toutes les larves évacuées et l'acide oxalique, là, aurait un effet. Voilà. Je sais pas si j'ai été Mmh. clair? Oui, bah, en tout cas, je pense que tu l'as été, mais ce qui est aussi peut-être qui est important à souligner, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le cadre va être vite rempli. Donc, si finalement on encage et que on attend justement la fin de l'encagement jusqu'au décagement pour enlever le cadre et réaliser le traitement, à ce moment-là, du coup, la reine va se retrouver sur une période quand même assez importante où elle n'aura plus de place pour pondre. D'où Ouais, après, le. ça n'a pas enfin, j'ai pas trouvé il y a pas de différence entre la reprise de ponte. Après, j'ai pas regardé mes notes, mais j'ai pas de sentiment qu'il y ait eu de différence entre ce type d'encagement et l'encagement Scalvini, en termes de reprise de OK, ponte. Ouais. OK. Et il y a un cadre de couvain operculé à gérer qui n'est pas, en tout cas, déparasitable par l'acide oxalique, quoi. C'est la seule contrainte. Mmh. Il y a un cadre à gérer en plus, ouais, effectivement. Mmh. Donc les traitements Ah, associés
Généralement, on conseille du coup un médicament à base d'acide oxalique. Donc là, on a nommé ceux qui avaient une AMM en haut. Et du coup, en fait, il y a plusieurs façons d'appliquer. On peut soit faire un dégouttement, donc là, tous les traitements du coup qui sont nommés Apibioxal, Oxybi, Varomède ou Varoxal peuvent se faire par dégouttement. Après, il y a sinon la sublimation. Donc là, il y a que l'Apibioxal et le Varoxal qu'on peut faire en sublimation. Et après, sinon, on peut pulvériser, donc nécessite de sortir les cadres et de pulvériser du coup sur chaque phase de cadre. De ton côté, Amaury, tu utilises quelle méthode? Alors, quelle méthode? Nous, avant que tous ces produits arrivent, on utilisait de l'acide oxalique, Gérald n'est pas là, donc je peux je peux en parler, mais on utilisait de l'acide oxalique, Cooper de pharmacie et aujourd'hui, moi, j'utilise, là, entre les 3. Alors le Varoxal, je ne le connais absolument pas. L'Oxybi, je l'ai utilisé et aujourd'hui, j'utilise l'Apibioxal que j'utilise en dégouttement. J'utilise pas du tout alors c'est pas un furet, mais en tout cas, c'est un appareil qui sublime l'acide oxalique. Je ne pratique que pas de sublimation, j'utilise que le dégouttement et c'est l'Apibioxal que j'utilise, ouais. OK. Le Varomède étant un traitement, pour le coup, enfin, c'est pas le Varomède étant enfin, c'est pas efficace. C'est pas efficace quand là, sur un coup comme j'ai jamais utilisé le Varomède sur un retrait de couvain, donc je sais pas si on a peut-être qu'on a des données là-dessus, mais moi, j'en ai pas. Il y a peut-être un vétérinaire dans la salle d'attente, là je la vois pas, mais s'il y a Samuel, ou si Rachel est dans la salle d'attente, peut-être qu'ils peuvent nous donner, l'info dans la conversation. Après du coup là, pour faire un dégouttement, Après Jérôme je peut sais nous pas s dire, mais Jérôme, il a peut-être plus accès parce que le GI2E, je suis pas certain, enfin, de souvenir, il n'y a pas d'apiculteurs qui ont essayé l'encagement avec un traitement Varomède après, mais j'en suis pas sûr. Il est possible que Si, Caroline, si, si, voilà, ouais, on en a un apiculteur, mais c'était sa première saison d'engagement et les résultats étaient pas probants, quoi. ouais, pas Ils terrible. étaient bons quand même, mais ils étaient pas probants et je pense qu'il y avait un mélange aussi d'apprentissage de technique qui demandait à s'affirmer, quoi. mmh, Parce qu'après moi je OK. parle aussi, enfin je fais partie d'un GI2E où des apiculteurs professionnels bio et non bio, en fait, travaillent sur des méthodes alternatives. De l'encagement fait partie de ces méthodes et pour le coup, les protocoles peuvent varier, enfin par exemple d'une molécule à une autre. Mais bon, moi ce que je retiens, c'est que le Varomède n'est pas efficace. Donc l'Apibioxal, lui, en remplacement de cet acide oxalique qu'on achetait en pharmacie, se rapproche en tout cas, voire mieux des résultats qu'on avait avec cet acide. Et les autres, je les ai pas utilisés puisque, les tests qui avaient été faits en amont étaient moins bons que cette préparation-là, quoi. Mmh. En tout cas, si, s'il y a un vétérinaire qui est dans la salle d'attente et qui peut nous donner, une info par rapport justement à l'efficacité, ou non, du varomètre, si une étude, est sortie, bah, ça peut intéresser du monde. Donc, en ce qui concerne le dégouttement, il y a quelques petites recommandations. Vaut mieux faire toutes les colonies, d'un même rucher en même temps pour éviter justement, la recontamination. Vaut mieux le faire également tôt le matin ou tard le soir pour justement également avoir les butineuses, dans la ruche quand on réalise, son dégouttement et puis il faut garder la solution tiède. Je ne sais pas si tu as une petite astuce par rapport à ça, toi, Amaury, pour garder, ta solution tiède pour ton dégouttement? Alors moi, l'été, alors ça m'arrive d'utiliser l'acide oxalique sur les essaims, que je constitue avec une introduction de cellules à 5 jours et puis à 24 jours un traitement. Quand il fait quand il fait plus de 20 degrés, le produit, je j'ai pas de thermomètre, mais je statue ça, au toucher, je dirais, avant d'introduire l'acide oxalique, le sirop. Mais l'hiver, en tout cas, moi, je maintiens, je chauffe plus, je dirais, à une Mmh. température qui est limite très chaude et que je stocke ça dans une glacière et moi je peux traiter,
j'ai un bidon que je laisse dans la glacière bien au chaud et un bidon qui sort avec moi sur mon dos. J'utilise un pistolet de Roger pour le faire parce qu'on a beaucoup de colonies. Mais en une journée, je peux traiter, sans trop de soucis 150 ruches sans que le produit, n'arrive à des températures, trop basses. Après le vrai souci, c'est que si on descend en dessous des 25, je crois que c'est 30°, le Mmh. produit recristallise, enfin l'acide oxalique recristallise dans le sirop et pour le coup a une moindre efficacité, dans les ruches. Mais moi j'utilise une glacière lambda, voilà, qui maintient le produit à température, en tout cas qui le fait pas redescendre à des températures trop basses en mettant l'hiver des bouteilles d'eau chaude, très chaudes, dans la glacière, quoi. En tout cas, j'hésite pas à traiter à une température supérieure à 35°. Je pense que les premières sont traitées, on va dire, à 40-45°, quoi, de température. Tout ça OK. sans thermomètre, hein, je je précise, mais en tout cas, Mmh. je pense qu'il faut que ce soit chaud. En tout cas, on le voit très bien, dès que ça refroidit, le produit cristallise et du coup, voilà, le traitement est pas utilisé comme il faudrait, ouais. Mmh. Tu vois une moindre efficacité aussi quand le Alors produit est ça non, moins. non, je j'ai pas fait d'essai, mais on voit très bien que le produit à de basse température se remet enfin précipite quoi. On voit bien qu'il n'est plus une acide oxalique qu'on dissout dans le sirop, enfin on voit pas la différence de couleur entre un sirop de sucre et de l'acide oxalique et un sirop de sucre sans acide oxalique. Après dans le Mmh. froid, quand le sirop diminue, diminue en température avec l'acide oxalique, on voit bien les cristaux d'acide oxalique se précipiter, quoi. Il y a une espèce de enfin, ça redevient visible, je dirais. Après Mmh. voilà, si on lit, on pourra lire les préconisations, mais de souvenir, il faut que le traitement, soit autour de 30°, minimum Exactement, ouais. ouais, voilà, ouais. Et du coup, bah, pour l'application, en fait, il est également préconisé de mettre à peu près 5 millilitres par intercadre qui est occupé. Donc, ça, c'est après un coup de main à prendre, je pense qu'aujourd'hui, tu vérifies pas précisément que tu mets 5 millilitres par cadre, mais c'est l'habitude aussi qui fait que tu Ah deviens non, 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 habile même sur ton dégouttement. moi alors après voilà, c'est pour des gens qui auraient quelques ruches, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Un pistolet de Roger là, comme sur la photo, pas c'est ça, c'est une seringue de gavage, je crois, ça doit se nommer comme ça. Mais Mmh. bon, c'est des gros contenants, on peut prendre, 30 millilitres et avec ces 30 millilitres, voilà, on estime, de toute façon là, on sait qu'on met 5 millilitres par intercadre. Bon, bah, là, j'en compte, Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, 30. Voilà, il faut que les 30 millilitres passent entre les intercadres des ruches. Moi, après, j'ai un pistolet de Roger, type mouton, enfin élevage, d'animaux, enfin de mammifères. Et enfin, la dose est toujours la même. J'appuie dessus, c'est toujours 5 millilitres qui tombent dans la ruche, quoi. Et c'est des OK. pistolets qui coûtent, plus ou moins enfin, je veux dire, il y a pas besoin d'investir dans un pistolet comme ça. Une seringue comme celle-ci, là, pour quelques ruches, ça suffit amplement. Oui, totalement. Ouais. Donc la méthode, étape par étape, moi je vais vous présenter une méthode qu'on voit assez régulièrement et je sais qu'Amaury on en a discuté un petit peu. Toi, tu as une méthode qui est un peu différente, donc je présente celle-ci et puis après je te laisse présenter, la façon dont toi justement, bah, tu réalises ton engagement. Donc J0, on introduit, l'arène dans la cage. Donc on place la cage dans la ruche. Pour l'instant, tout va bien. Donc J3, moi j'ai mis qu'on pouvait effectivement contrôler la prise en charge de la reine. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Si ça peut créer, davantage de stress dans la colonie de revenir la visiter aussi rapidement. Là, c'est quelque chose d'un peu spécifique, c'est si on utilise une cage pour cadre, je vous disais tout à l'heure que le fait d'utiliser une cage pour cadre, on pouvait à la fois, en fait, faire de l'encagement et à la fois, en fait, combiner ça à du retrait de couvain. Donc ça va nous permettre de capter les varrois, phorétiques, mais par contre, du coup, bah, il peut y avoir cette problématique de gérer justement, ces cadres-là. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience, forcément, grosse différence entre un engagement avec rupture de ponte ou sans rupture de ponte. Donc, il faudrait peut-être qu'on travaille un petit peu plus ces données-là
pour avérer justement le fait qu'un arrêt de ponte soit vraiment très problématique, pour la reine à ce stade-là. Donc J24, on enlève la cage dans un premier temps, on libère pas encore la reine et on va traiter et après on va libérer la reine. Parce qu'on va éviter tout simplement, d'abîmer la cuticule de la reine en lui mettant un dégouttement d'acide oxalique, dessus, quitte à faire, autant le faire, dans le bon ordre. Et puis, du coup, si on est sur une cage pour cadre, on va soit, c'est ce que tu disais Amaury, on peut griffer du coup le cadre ou sinon, on va tout simplement l'enlever. Et puis après, derrière, il y a certaines personnes qui nourrissent pour justement stimuler la reprise de ponte de la reine, donc ils nourrissent au sirop. J28, donc 4 jours plus tard, on renouvelle le traitement si nécessaire. Beaucoup d'expérimentations qui ont été, réalisées sur l'encagement, ils réalisent justement un second traitement et généralement, en fait, ils font ça, à base de sublimation. Et J31, on peut aller justement recontrôler, la reprise de la pompe pour s'assurer justement que tout va bien. Est-ce que toi, Amaury, justement, tu peux un peu nous décrire, la façon dont toi tu encages? Parce que je sais que tu utilises des timings différents. Tu fais pas exactement comme ça? Alors après, je pense pas que beaucoup encagent jusqu'à J24, hein. À mon avis, non, parce que alors, il faudra m'aider, mais le stade entre la reprise de ponte et l'operculation, on en avait parlé, c'était quoi? C'est 6 jours, non? Un truc comme ça? Oui. Après là, c'est sur Heu, un le on est sur stade les mâles effectivement. œuf et larve, mais à partir du moment où on décage l'arête. Je dirais alors après on n'a pas beaucoup de ruchers, donc on fait au mieux en fait, c'est théorique, hein, mais on essaie de respecter ça. Mais moi je dirais que je décage à J18, j'applique un Mmh. premier traitement. Enfin je décage, c'est-à-dire que j'ouvre juste, l'espace pour la reine, elle sortira elle-même, c'est pas moi qui la sors de la cage, hein. Je laisse le cadre. Est-ce que je laisse le cadre où il est? C'est possible. Est-ce que je le remets tout de suite? C'est possible aussi. Enfin ça, c'est pas très dérangeant. En tout cas, j'effectue un premier traitement AG18 et 6 jours après, si on suit la biologie du couvain, il y a pas de couvain operculé, même si la reine s'est remise à ponte, dans l'heure qui suit. Donc à J24, potentiellement et si on regarde, ruche par ruche, tous les mâles ne sont pas nés, 24 jours après, l'encagement. On se retrouve quand même à une période où on a une ouverture, sans couve perculée pour un deuxième traitement. Après un Et traitement, malheureusement, pour avoir fait des essais et des comptages, un traitement ne suffira pas. Alors là, si un véto était là, il aurait certainement plus d'explications, là-dessus. Mais sur l'encagement, pour le coup, 2 traitements, sont quasiment obligatoires. Après on en parlait aussi, c'est quand les colonies sont très infectées, infestées de varroa, ça peut arriver, alors pas avec du retrait de couvain ou même en encagement, de se rendre compte que, au bout de 18 jours, on peut observer un total affaiblissement de la colonie et se retrouver avec une ruche qui nous paraissait tout à fait en bonne santé et 18 jours après se retrouver avec des grappes, extrêmement petites. Donc nous sur le nombre, traité, je dirais que on prend pas ça en considération. Après quand on a quelques ruches, toi tu vas peut-être en parler plus tard, mais le fait d'encager des colonies avec trop de varroa, va sous-entendre un affaiblissement, qui pourrait, être complètement délétère, pour la ruche. Donc après 18 jours, ça fait un traitement plus, tôt déjà pour tous ces phorétiques qui se retrouvent un petit peu, libres dans la ruche, qu'on va plus facilement pouvoir, tuer avec l'acide oxalique et ça permet aussi une reprise de ponte plus rapide. Plus on va encager la reine longtemps et plus on va décaler cette reprise de ponte, quoi. Donc moi, le J18, 1er traitement d'écagement et J24, 2e traitement, en gros, voilà, c'est ce que j'applique, ouais. ça te permet du coup, quand tu fais le décagement J18, d'amoindrir la pression des phorétiques et du coup, quand tu fais, ton J24, là, normalement, tu es sûr et certain que tu as plus de couvain et du coup, là, tu as un traitement,
Mmh. qui est vraiment, efficace, Totalement efficace, ouais. Et après, mmh. ça mériterait d'être testé, mais ça, c'est des choses qui pourraient être faites, voilà, s'il y a des gens motivés, mais par exemple, on pourrait très bien envisager avec une pression forte, alors, soit on le sait ou on ne le sait pas. Si on a fait des contrôles de quantité de varroa dans la ruche avant traitement, bon, bah, là, ça nous donne une petite indication, mais on pourrait peut-être envisager le premier traitement plutôt sans décagement et un traitement un peu plus tard. Moi, je fais ça aussi parce que ça m'évite de passer traiter une première fois, repasser une deuxième fois pour, désencager et une troisième fois pour traiter. Quand on a quelques ruches, Mmh. c'est des choses enfin voilà, c'est si elles sont à côté de chez soi, il y a des choses qui peuvent être faites, qui peuvent être aussi plus rationnelles et plus efficaces. Moi, c'est dans une logique aussi d'un cheptel global, enfin je vais encager, de 200 ruches, on va dire, quoi, donc du coup, il y a toutes ces 200 ruches à traiter, alors pas en même temps, on essaie d'espacer de gérer un petit peu le planning, mais ça demande quand même un boulot assez important, quoi. Donc tout ça, c'est dans une logique aussi de rationalité. Après, il y a peut-être des choses à voilà, quand on a quelques ruches, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, si on a du temps à y passer, ça prend pas si tant que ça. Quand on a peu de ruches, c'est un peu chronophage, mais c'est pas non plus la mort, quoi. C'est plutôt efficace, donc le J18, J24, voilà, moi, c'est comme ça que je traite, ouais. Merci beaucoup. Alors justement, bah, on va parler un peu des avantages et des inconvénients. Donc en ce qui concerne les avantages, bah, c'est une méthode qui est adaptée à l'apiculture, biologique, justement. On a une bonne efficacité de la méthode, justement. Il y a quand même quelques études qui ont été réalisées. Après, il n'y a pas suffisamment d'études qui ont été réalisées à grande échelle sur des variations de jours. Généralement, c'est sur des petits effectifs et ça montre très peu de différence, en fait. Donc c'est vrai que ce serait intéressant qu'on ait plus d'études, à grande échelle. Mais du coup, ça montre une bonne efficacité, en tout cas, de la méthode. Il y a un effet vide sanitaire aussi qui est intéressant. Et puis là, pour le coup, on est indépendant de la température. On parlait justement tout à l'heure, par exemple, de l'utilisation du Formic Pro où on dépend de la température et où tu nous conseillais d'éviter de l'utiliser au-delà de 25 degrés. Là, pour l'encagement, c'est pas le cas. Donc, c'est aussi un de ses avantages. Est-ce que, en ce qui concerne l'effet vide sanitaire, tu vois une différence entre les colonies que tu as encagées et celles qui n'ont pas subi d'encagement? Alors le vide sanitaire, je vois pas, je non, je vois pas de différence, non, 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 non. Bah, des colonies saines, sont saines, tu vois? Avant encagement, donc Mmh. heu, non, je pourrais pas dire. Moi, le côté vide sanitaire, je vois pas. Alors c'est pareil, un véto serait là que où sont les vétos? Hein, on va pouvoir gueuler, mais eux, ils auraient certainement des points positifs là-dessus. Moi, en tout cas, encager une reine qui serait qui aurait un couvain en mosaïque ou pas jolie, de toute façon, enfin, ça part mal, hein. De manière Mmh. générale, c'est soit une pression trop forte de varroa, soit, des pathogènes en trop grand nombre, et je ne sais pas si ce vide sanitaire, je t'avoue que j'ai pas de sur ce point-là, j'ai pas un avis, je pourrais pas, j'encage de manière générale des colonies saines, voilà. Après, le vide sanitaire, non, je vois pas d'intérêt, au vide sanitaire, comparé à une ruche, traitée à l'acide formique ou à l'acide oxalique, je vois pas de différence, moi. En tout cas, ouais, j'ai OK. pas de mmh. Mais c'est intéressant d'avoir ton retour sur la question. Il y a certains retours où il y a une impression justement de couvain vraiment très, très sain et cetera. Après toi, tu as aussi un suivi global de tes colonies. Tu fais du retrait de couvain, tu fais aussi d'autres traitements. Tu as un suivi qui est quand même assez approfondi et ça explique aussi le fait que tes colonies Bah, sont des saines colonies même avant moches l'encagement. des colonies moches, à moins d'être passées à côté, typiquement dans la saison, vont être traitées, avant les autres. Moi, je peux Mmh. utiliser l'acide formique sur des colonies avec des couvains. Alors toutes celles qui ont des couvains vraiment trop moches, s'il y a assez d'abeilles, je les secoue sur des cadres neufs, mais
Mais autrement, c'est des colonies qui vont être traitées, là je fais moi je toutes ces colonies un peu moches, je les traite à l'acide formique, à partir du mois de mai et je tue les reines. Alors si le traitement tue les reines, ça ne me dérange pas puisqu'après c'est pour introduire moi des reines, fécondées. En tout cas, j'applique un déparasitage sur les ruches à problème, avant la fin de saison, mais je suis pas, je peux t aussi trouver des colonies, généralement les colonies moches, plutôt que d'encager la reine, je vais tuer la reine et je vais réintroduire une cellule, 5 jours après l'avoir tuée, entre 5 et 7 jours après l'avoir tuée, pour me retrouver, 21 jours après ou et 24 jours après sur une phase phorétique. Les varroas ne seront plus présents dans le couvain puisqu'il y aura plus de couvain operculé dans la ruche. Mais c'est pas par l'encagement que je le fais, en tuant la reine et en introduisant la cellule, 5-7 jours après, parce que comme on sait, alors plus il fait chaud et plus ça va vite, mais entre l'introduction d'une cellule dans un essaim et la reprise de ponte, on va dire que c'est rare que ça se passe avant 15 jours, quoi. Dans les 15 jours, on n'aura Mmh. pas de reprise de ponte, donc on va se retrouver sur une période, sans couvain operculé. Mais c'est vrai que OK. les colonies pas saines, enfin je ne conseille pas d'encager des colonies, alors pas forcément avec, de la loque européenne ou alors américaine, bon, bah, on n'en parle pas, mais, en tout cas une colonie qui a pas un aspect sain, va difficilement supporter un encagement. Mmh. Je sais pas, Jérôme, si tu es encore là et si c'est le cas, si tu vois dans les participants Rachel Abbas ou Samuel Boucher ou si Gérald a pu se libérer. Je sais qu'il était de garde ce soir, donc ça explique aussi le fait qu'il n'était pas sûr de pouvoir nous rejoindre. Non, là, j'ai fait entrer, tout le monde et j'ai pas vu de ni Rachel ni Gérald, pour le moment. Bon, bah écoute, j'enverrai éventuellement plus de détails à l'issue de la présentation. S'il y a des documentations intéressantes, je vous joindrai ça justement en plus de la rediffusion. Donc, en ce qui concerne les inconvénients, c'est une méthodologie qui peut être chronophage. Il faut trouver l'arène. Après, j'avais mis qu'il fallait préparer ses cadres, mais toi, par exemple, la Maury, bah, le fait que tu enfonces directement tes caches Scalvini dans de la cire de hausse, bah, tu gagnes déjà pas mal de temps. Mais ça n'empêche qu'il faut trouver l'arène et que ça peut être des fois un peu périlleux. Il y a la perte de reine qui est possible. Après, on verra pourquoi la perte de reine, elle peut être possible. Et puis, du coup, il y a un risque d'effondrement de la colonie si justement, bah, il y a trop de varrois phorétiques avant le traitement. C'est ce que bah, tu évoquais tout à l'heure. Si on encage du coup une colonie qui n'est pas saine ou justement où il y a trop de varrois, l'infestation est trop importante, bah, il y a un gros risque d'effondrement de sa colonie, puisqu'on se retrouve avec tous les varrois qui vont arriver en phase de phorésie. Et de ce fait, bah, la colonie a un gros risque de s'effondrer. Est-ce que tu vois un autre inconvénient à rajouter à ça, Amaury? Heu, c'est chronophage, ouais, non, 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 il y a pas après les pertes de reines, enfin on va dire sur 200, en moyenne, je pense que j'ai 10 reines qui meurent dans les premiers jours de l'encagement, hein. Elles meurent généralement très rapidement. C'est une histoire d'emballement, je pense, pour le Mmh. coup. Mais bon, je pense qu'il y a un petit 10 quand même, envisageable. Donc sur 6 ruches, voilà, ça peut quand même, entre 10 et 15, voilà, qui peuvent, c'est pas anodin. Enfin, et des fois, ça se passe très bien, hein. Donc les températures sont peut-être, aussi là, il y aura des choses un petit peu à creuser, mais enfin nous l'ensemble des encagements, la perte de reine est pas importante, enfin en tout cas. Après c'est vrai que si on sur 10 ruches, enfin je sais pas après dans quelle mesure, voilà, moi je parle en tant qu'apiculteur professionnel, au vu de ce qu'apporte l'encagement, ces 10 reines perdues sur les 200 n'impactent pas en fait heu enfin voilà, ça ne pose pas de problème. Mais bon, voilà, il faut pas que ça stresse les gens. Moi, j'ai pas ce sentiment que les rennes, enfin, c'est rare, enfin, c'est des choses qui arrivent, mais c'est quand même très rare. Après, de toute façon, la reine meurt, dans les premiers jours, donc les abeilles
elle avait une cellule de sûreté, donc on se retrouvera quand même dans un stade où le couvain sera plus operculé pour traiter, l'efficacité sera efficiente et en même temps, potentiellement, une reine, va émerger, se faire féconder parce qu'il y a encore assez de mâles, donc c'est pas parce que la reine meurt que la colonie est complètement foutue, quoi. Mmh. Oui, il va avoir un renouvellement naturel, même si la reine En toute logique, finalement, ouais. meurt, le temps, qu'il fasse une cellule, que la reine soit par la suite, fécondée et la gestation, en fait, on pourra aussi bénéficier d'une période hors couvain finalement pour réaliser un traitement à l'acide oxalique. Après, on se retrouvera du coup avec une génétique qui peut être différente de celle que l'on souhaite. Ça peut être un des inconvénients, mais il est aussi possible tout simplement, de casser les cellules et puis de greffer une cellule, Ah ça, il fallait le Gélis, faire par en exemple. amont. Ouais, après, oui, 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 mais bon, quand tu te rends compte que ta cellule est enfin moi voilà, après j'ai des rennes, au pire à l'automne, si ces rennes-là ne me vont pas, tu vois, je peux les changer, mais c'est compliqué, après on pourrait en parallèle, pour vous, enfin à plusieurs, vous dire, bah, faire peut-être un petit élevage de sûreté, repasser comme tu disais sur ton planning 3 jours après. Je pense que ça se fait dans les 5 premiers jours, hein, la mortalité de la reine, donc un petit contrôle. Si la reine est toujours là, à bouger dans sa cage, bon, bah, il y a pas de souci. Si la reine est toute sèche au fond, bon, bah, pour le coup, elle a peut-être cassé les cellules et puis repartir avec une souche intéressante et réintroduire une cellule. Mais ça sous-entend qu'il faut élever en amont, quoi. Puisque tu Oui, bien vois, sûr. si au bout de 5 jours elle meurt, tu te remets à greffer, enfin, ça va être trop long pour que les cellules, qui ont été nourries par les ouvrières à ce moment-là, tu vois? Enfin, le laps de temps sera trop court. Il faut plutôt prévoir un greffage en amont de sûreté, je dirais, tu vois? Pour pallier à cette éventualité de remération sur des colonies où on serait pas forcément content. Mmh. Mais après, ouais, Bon, bah, tu vois? je vous racontais ça, tout à l'heure, mais l'idée, moi, je peux soit encager, soit tuer mes rennes. Aujourd'hui, je m'autorise à hiverner, enfin, en tout cas, la saison d'après, avoir des colonies soit de l'année donc passée, soit, l'année encore avant, donc des rennes qui auraient 2 ans maximum et plutôt que d'encager, ces vieilles reines, bah, ça peut m'arriver de tuer, cette vieille reine, si la colonie est tout à fait populeuse, de la diviser en 2 comme un essaim normal et d'introduire des cellules, 6, et idéalement 7 jours après avoir tué la reine et pour le coup se retrouver avec, toujours cette efficacité de traitement à l'acide oxalique sans couver operculé et en même temps régénérer le cheptel, mais bon après c'est à chacun de savoir ce qu'il a envie de faire, mais l'engagement peut être, remplacé par du remérage aussi. Oui. Ouais, ouais, c'est totalement, possible de fonctionner comme ça également, ouais. En petite astuce justement pour le gain de temps, travailler avec des rennes marquées, pour la trouver, c'est sûr que ça va grandement vous faciliter la vie. Encager pendant la dernière mielée également, si les abeilles Mmh. sont, dans les hausses, à ce moment-là, vous aurez moins d'abeilles dans le corps, donc plus grosse facilité à trouver, la reine et puis après moi j'avais mis préparer son matériel au préalable, mais après ça dépend de la méthode, et de la cage bien évidemment qu'on utilise. Après en ce qui concerne justement le fait de limiter l'emballement, heu, il faut éviter je pense de marquer les reines à l'encagement ou au décagement. Vaut mieux éviter de multiplier les stress en fait. Il vaut également mieux éviter d'encager des rennes qui sont trop âgées, ça tu l'évoquais tout à l'heure, Amaury. Des rennes qui sont trop âgées, on peut avoir des emballements peut-être qui sont plus fréquents et c'est ce que du coup tu proposais peut-être, à la place d'encager, de tuer sa vieille reine. En tout cas, c'est ce que tu semblais, Ouais, après préconiser de c'est faire ou en tout cas c'est ce que tu fais chez toi? après c'est dans un souci, pratique. Moi je suis pas certain. Alors les vieilles reines, c'est sûr elles vont être facilement encageables, mais une reine tu vois, qui est fécondée depuis, quelques semaines ou quelques mois. Une jeune reine est moins posée qu'une vieille reine. Je dirais aussi que les jeunes reines, c'est quand même
enfin voilà, moi les essaims, les essaims de l'année, je pratique pas l'encagement estival, par exemple. Mmh. Mais ça, c'est pareil, moi, je pratique ça sur les ruches de production, donc qui ont, c'est des alors sauf essaimage et il y en a qui passent aussi dans l'eau qui sont encagées, hein, mais jeunes et trop jeunes ou voilà, quelques semaines, enfin qui viennent une mise en ponte avec des phéromones encore pas forcément, bien établies, ça me paraît un petit peu cavalier et les trop vieilles reines, qui ont des difficultés, enfin qui commencent à être sur la fin, c'est pareil. C'est difficulté. Le côté après, c'est que ça me permet aussi de potentiellement multiplier le cheptel en tuant la reine et en divisant des ruches assez populeuses, en 2 ou en tout cas, m'assurer que, en faisant 2, celle que je traite, j'en aurai toujours une à hiverner, quoi. C'était Mmh. ça un petit peu mon leitmotiv de remération. Ça me permet en fait de gérer et mon remération avec des colonies, enfin des reines plutôt jeunes, l'année d'après et en même temps gérer cette efficacité de traitement, avec l'acide oxalique, ouais. OK. J'avais mis du coup ne pas encager dans les cages avec une rupture de ponte totale. Donc, il me semble quand même que j'avais vu des études, je vous retransmettrai ça bien évidemment comme je vous le disais, à la fin du webinaire. Il y aurait quand même une reprise, de ponte qui serait plus lente apparemment. Donc dans le souci justement, bah, de refaire des générations d'abeilles d'hiver, ça peut poser une petite problématique si la reprise de ponte, prend plus de temps. Et puis du coup, bah, petite astuce aussi, traiter avant la libération de la reine pour éviter peut-être aussi d'avoir un dégoûtement sur la cuticule de la reine. Ensuite, pour limiter l'effondrement des colonies, bah, du coup, on le disait tout à l'heure, vaut mieux éviter d'encager trop tardivement. Donc si vous prévoyez de faire des mielées tardives, vaut peut-être mieux éviter, d'encager du coup, après une mielée tardive, par exemple du sarrasin. Idéalement, justement, si vous avez peu de colonies, vaut mieux éviter d'encager des colonies trop infestées. C'est ce qu'on disait, tout à l'heure. Là, on va avoir tous les varrois qui vont être en phase de phorésie. Donc, ça peut entraîner, justement, l'effondrement de la colonie. Donc, le seuil qui se veut, entre guillemets, un peu réglementaire, c'est 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Donc, c'est le seuil qui nous est, donné où justement, bah, vaudrait mieux éviter de réaliser un encagement à ce moment-là. Et puis du coup, il faut aussi avoir une stratégie de lutte globale. On ne peut pas juste se dire qu'on va réaliser un encagement, pour le traitement d'été et puis qu'on va rien faire d'autre pendant la saison et puis qu'on va pas traiter en hiver. Ça peut pas être seulement un traitement dans l'année. Et puis ça, c'était le petit plus, mais ça, c'est souvent les professionnels, qui ont ça sous la main, bien évidemment, c'est d'avoir des reines fécondées à disposition. Ça peut aussi être une solution. Est-ce que tu vois d'autres choses, Amaury? Non, après quand tu dis, enfin si un apiculteur est motivé et fait un comptage de phorétique en septembre et se retrouve avec moins de 2 varrois phorétiques, à ce moment-là, logiquement, enfin les études te disent que tu es pas obligé de retraiter, pour l'hiver, dans l'absolu. Mmh. Enfin il Oui, y a dans une, l'absolu. voilà, ouais, mais pour assurer, un hivernage correct, oui, enfin moi je ne m'amuse pas à recompter, colonie par colonie le taux d'efficacité du traitement et on refait un acide oxalique, moi je le fais, juste avant Noël quoi, quand la photopériode est la plus basse quoi. C'est à ce moment-là que j'ai l'impression que de toute façon qu'on va perculer est le moins présent dans les ruches. Mais enfin, en tout cas, je m'interdis de ne pas refaire un traitement, pour le moment. Moi, j'aimerais, hein, pouvoir, hein, mais un traitement hivernal est plus que conseillé, même avec une méthode qui semble efficace, d'encagement et d'acide oxalique en été, ouais. C'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant.
Il y a vraiment cette idée de limiter quand même les intrants qu'on met, dans les colonies. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un suivi qui est vraiment, très précis sur les colonies, si on a très peu de varroa phorétique, finalement et qu'on est vraiment, très bien situé au niveau des seuils en fonction de la saison où on réalise, le comptage, on pourrait se dire, qu'on pourrait limiter justement les intrants dans les colonies, mais ça nécessite du coup un suivi qui est assez pointu. Quand tu as peu de ruches, non, hein. Après, je sais pas dans quelle mesure après les gens pourront s'exprimer, voir comment les choses peuvent se mettre en place chez eux, mais pour celui qui a 3, 4, 5, 6 ruches, faire un comptage, phorétique en septembre, c'est pas une fois qu'on a la technique, c'est pas très, très, très dur à faire, hein. Non, bien sûr, même les comptages Mmh. sur l'ange, une fois qu'on a Ou la sur technique, l'ange, ouais, si on a les oui, oui, oui. Mmh. ça permet d'avoir une indication plus par rapport à par rapport justement au fait de compter au niveau des parois phorétiques, le fait au moins de faire des comptages sur l'ange, vous êtes un peu plus sûr de vos résultats. Tout à fait. Donc là, c'est quelques petits itinéraires en fonction justement de votre infestation. On parlait du fait que vaut mieux éviter d'encager quand vous avez des infestations varroa qui sont trop importantes. Donc en dessous de 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles, bah, il y a pas de souci, vous pouvez, partir sur un encagement et puis dès que vous avez réussi à réaliser votre période hors couvain, vous faites un dégouttement à l'acide oxalique, ou comme justement, bah, tu le disais, tout à l'heure, Amaury, vous en faites 2. Une fois de plus, là, ce qu'on vous donne comme méthodologie, c'est, entre guillemets, le théorique. Après en pratique, effectivement, il y a des variations qui se font. Et puis, après, quand on a une colonie qui est trop infestée, ça, j'en ai discuté justement avec Gérald pour essayer de trouver un petit peu des solutions. Quand on est, en apiculture conventionnelle, bah, bien évidemment qu'on peut utiliser un traitement longue durée, donc ça, il y a pas de souci. Et par contre, quand on est en apiculture bio, il y a eu la recommandation justement, bah, de mettre l'essaim totalement à nu, pour pouvoir justement réaliser un acide oxalique. Après, la problématique, de cette méthode, c'est que ça nécessite des cadres où la reine, elle peut, repondre, derrière pour justement, pouvoir, réaliser les hivernantes. Donc, c'est pas à cette saison-là, qu'elles vont vous étirer des cires gaufrées, donc faut déjà avoir des cadres, bâtis, où la reine va pouvoir pondre, à l'issue de cette mise à nu, en fait. Et puis une deuxième possibilité, ce serait justement de réaliser un encagement avec la cage cadre, puisque finalement, grâce à cette cage-là, vous allez capter les varrois phorétiques. Donc, il y aura moins de varrois en phase de phorésie, pendant l'encagement et de ce fait, ça peut être également une méthode, en fait, pour éviter qu'il y ait trop de varrois phorétiques en même temps dans la colonie et puis qu'il y ait un effondrement de celle-ci. Est-ce que toi, Amaury, tu vois une autre méthode qui change la même chose? Écoute, non, pas plus que ça. Nous, après, voilà, on ne va pas enfin, moi, je fais des comptages, de varroa phorétique, mais que je fais plus en dans un souci de test d'efficacité de traitement. Je ne statue pas, mis à part une colonie non saine, enfin, qu'il y ait 3, 5, 6, 8 ou 10 varroa phorétiques dans la colonie, elle va être encagée comme les autres. Si, il y a pas de signes pathologiques ou cliniques, enfin, je fonctionne pas comme ça moi. Les 3 varroa phorétiques, enfin, c'est plutôt bien, hein, si on arrivait à mais sur un nombre de colonies, c'est compliqué. Il faudrait du cas par cas, c'est absolument impossible pour nous. Donc j'ai tendance à encager tout le monde, même si, la pression, varroa est forte, dans les ruches, ouais. Mais Après, c'est vrai que sinon, toi, tu une réflexion sur un gros cheptel aussi, donc ça fait qu'effectivement, tu peux pas te permettre de faire du cas par cas. non, mais qui peut être tout à fait fait, en termes enfin, quand les gens ont peu de ruches, c'est des choses qui peuvent être faites, c'est vraiment pas chronophage, ça, c'est des choses qui sont applicables, hein, avec un peu de forme enfin, le compter les varroa phorétiques d'une ruche, c'est vraiment pas compliqué, que ce soit au sucre glace
au CO2 avec les bouteilles là de SodaStream là, c'est des choses qui se font avec, voilà, dans l'idée de ne pas avoir envie de tuer nos 100 abeilles, bon après je ne sais pas comment elles repartent quand elles sont enduites de sucre glace ou mais bon, en les mettant dans les nourrisseurs, voilà, en tout cas elles repartent, mais bon, c'est des choses qui sont faisables, qui sont tout à fait envisageables. Ça peut Mmh. permettre en tout cas de faire un choix. C'est-à-dire qu'à un moment, se dire: «Bon, bah, sur ces 5 ruches, elles sont toutes au-dessus de 5 varroas phorétiques. Est-ce que je prends le risque de les encager?» Voilà, ça peut être quand même des notions, à prendre en compte, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Amaury, pour compléter, hein, on parle beaucoup de choses chronophages, mais en réalité, faire un rucher de 20 ruches, enfin de compter 8 ruches, on met 20 minutes quoi, à tout casser, Mmh. je crois que c'est ça, hein, 20 minutes pour 8 ruches, donc on peut qualifier un rucher assez facilement quoi. Ouais, mais En après peu de temps. ça nous donne une moyenne d'infestation, mais ça ne nous donnera pas une, tu vois, à la ruche, il faudrait qu'on fasse les 20 ruches Oui, et il voilà. faudrait qu'on fasse du cas par cas et là, ça devient compliqué. Même au cas par Mais cas, si on passe, même si c'est 3/4 d'heure, pour faire un mmh, rucher complet, ou 1 heure, en tout cas pour 8 c ruches, c'est 20 minutes. ouais, On va dire ouais, c'est ça, ça, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ce qu'on met, Mmh. habituellement. Et on parle beaucoup de chronophage, tu as des temps, moyens à la ruche, quand tu encages? Parce que finalement, c'est peut-être pas tant que ça, quoi, J'arrive à faire 80 ruches dans la journée, mais c'est hyper long, enfin à la fin tu en as ras le bol, mais Ouais, enfin 40 ruches, en 2 heures et demie, je dirais, tout seul, ouais, sans trop de problèmes, ouais, 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 donc tu ouais, vois, on parle vraiment encore de choses chronophages parce que, tu es à l'échelle d'une exploitation, mais à une petite échelle individuelle, ça reste tout à fait, ouais. raisonnable et finalement, envisageable, quoi. Et après moi, toutes celles que je ne trouve pas, je fais un rucher complet, celles que je trouve pas, je reviens une dernière fois, si je suis motivé et pas trop fatigué, que j'en ai pas marre. Mais c'est celles que je ne trouve pas, seront traitées, pour le coup avec des traitements, longue durée type acide formique, au moment du premier traitement et du décagement, quoi. Mmh. Enfin, Mmh. je mets un petit repère sur ces ruches pour les ruches, les reines que j'ai pas trouvées et voilà, enfin, je les ai pas encagées, mais elles seront traitées en même temps que les autres à l'acide formique entre le 18e jour et le 24e jour, quoi. Enfin, il OK. peut y avoir un petit voilà, même si on les trouve pas, il y a toujours un moyen de faire en sorte que le rucher global soit traité, à un instant T, quoi. Pas par la même molécule, mais en tout cas, soit déparasité de manière correcte à un instant T, ouais. C'est sûr que quand on parle de chronophage, c'est plus quand on a une gestion d'un gros cheptel comme toi, Amaury, et puis encore là-dessus, tu nous un peu le contraire quand même à mais On ne t'entend plus on Alexandre. disait vingtaine, 30 ruches. Vous Alexandre, m'entendez plus? il faut que tu coupes ta ouais, on n'a rien entendu. Oui, là vous m'entendez? Bah, moi j'ai rien entendu en tout cas, ouais, ouais. Non, on Et t'entend, là ouais, oui. ouais. Non, non, je disais juste qu'effectivement, c'était bien à soulever pour les personnes qui effectivement ont une dizaine, quinzaine, vingtaine de ruches, la notion de chronophage, elle est pas si présente que ça. C'est vraiment quand on gère des gros cheptels qu'on peut se poser la question d'encager ou pas. Après il y a aussi la race d'abeilles, hein. Moi je fais pas d'apiculture, pour me battre avec les abeilles, donc j'ai plutôt des colonies douces. Heu, Après au sein du GI2E, il y a des collègues qui ont des abeilles, autochtones, on va dire, enfin voilà, on va dire noires pour simplifier et qui sont quand même, plus compliquées à encager. Enfin voilà, une abeille qui tient pas le cadre et qui est pas forcément agressive, mais qui va se retrouver tout dans le enfin trouver une reine, quand tout se met à bouger dans la ruche, c'est quand même beaucoup plus compliqué, hein. Oui, il y a de ça aussi, ouais. La Mmh. génétique avec laquelle tu travailles. Ouais, ouais. Mmh. Ça se fait avec des abeilles noires, mais voilà, ça faut trouver une reine, dans une colonie, qui tient pas sur les 4, c'est de toute façon beaucoup moins simple, qu'une reine qui va être enfin hors de la ruche et qui va continuer son boulot, comme si de rien n'était, ouais. Totalement, ouais.
Donc là, c'était juste pour vous montrer une petite photo. Justement, c'est un apiculteur en région Aura qui a l'habitude aussi de réaliser pas mal d'encagements. Et puis du coup, c'était un peu pour vous donner un peu des indications de comment ça se passait un mois après. Généralement, le couvain, il est beau, il est serré, et puis il y a une jolie reprise. Euh, Moi, ce qui me précisait, c'était sur 4 cadres. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Amaury. Est-ce que c'est un peu ce que tu observes ou pas? Bah, ça dépend de la force de la colonie, hein, vraiment. Après, donc moi, je vous disais, on est vraiment sur enfin, j'ai toujours une partition dans mes ruches, donc elles sont au maximum sur 9 cadres. Et après ce désencagement, je resserre la colonie sur ce que la reine a été capable de refournir en ponte. Mais Hmm. en encageant assez tôt, on hiverne sans souci des colonies sur 6 cadres de couvain avant le début octobre, hein, sans problème, hein. C'est généralement, au désencagement, les reprises de ponte sont quand même assez fortes puisque la colonie a été logiquement, vraiment déparasité, donc toutes les conditions sont réunies en fait pour qu'elle reprenne correctement la ponte. Moi, je ne les nourris pas, alors sauf cas extrême, mais généralement je laisse toutes les mielées estivales, à partir du tournesol, pour les ruches, donc avec ces rentrées de nectar naturel, elles repartent, tout à fait, naturellement, enfin, je veux dire, j'ai jamais vécu de soucis, extrêmes de reprise de ponte, induite par une non-rentrée de nectar, à ce moment-là, quoi. Mais, Ok. que voulais-je dire aussi? J'ai pensé à un autre truc qui pouvait arriver quand on encageait. Ça me reviendra peut-être, ouais. En tout cas, ça redémarre très bien. Faut pas Ok. s'inquiéter du fait de la dynamique, de reprise de ponte, ouais. Mmh. C'est un peu stressant, mais il y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Donc là, après, idéalement, on peut faire un suivi d'infestation justement pour prévoir le traitement hivernal. Donc c'est vrai que quand on a peu de colonies, on peut se permettre de plus facilement les suivre, et c'est vraiment recommandé, bah, de réaliser des comptages assez régulièrement dans les périodes clés pour pouvoir justement adapter sa technique de lutte tout au long de la saison. Donc pour conclure, bah, c'est une technique qui est quand même assez intéressante et qui semble faire ses preuves. Moi, j'avais quand même laissé le côté vide sanitaire. Après, ça dépend la définition qu'on remet dessus, mais c'est ce que tu disais. Là, par exemple, quand on parlait de la reprise de ponte, on a une jolie reprise de ponte. C'est une colonie qui semble bien saine, bien en forme. Heu, Après, ça nécessite une bonne organisation. C'était un autre point, surtout quand on commence à avoir pas mal de colonies. Heu, Toutes les colonies, normalement, ne peuvent pas être encagées. C'est ce qu'on a vu avec le fait que, bah, des colonies qui vont être trop infestées au niveau varois, normalement, il n'est pas recommandé d'encager ces colonies. Et puis, il ne faut pas se reposer exclusivement sur l'encagement, et puis il faut avoir une stratégie de lutte globale, en fait, sur l'année, que ce soit en réalisant du comptage, en réalisant du retrait de couvain, en réalisant le traitement d'été, le traitement d'hiver. Tout ça doit être coordonné en fonction des résultats que l'on obtient par rapport au comptage ou par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on voit directement dans la ruche. Est-ce que tu voulais conclure sur autre chose, toi, Amaury? Alors, tu dis stratégie, après c'est pas tant, là, moi, je parle d'engagement. Après, j'ai plein en fonction des itinéraires, de chaque ruche, que tu parlais tout à l'heure des mielés tardifs pour les gens qui voudraient faire du sarrasin, et ben, je vais Mhm. essayer de déparasiter, moi, des ruches en amont. Typiquement, les ruches qui iront sur le sarrasin sont des ruches qui ont été, avec des reines de l'année, qui ont été créées, l'année en cours et qui auront été déparasitées tôt en saison, et du coup, qui peuvent Mhm. accepter un traitement, soit plus tardif, à base d'acide formique quand il commence à faire moins chaud en septembre, ou
pourquoi pas un encagement, automnal, si, la pression varroa est pas trop forte, voilà, c'est des choses que j'aimerais pour l'encagement automnal que j'aimerais mettre en place, cette année. Mais pour le coup, c'est pas enfin voilà, ça dépend aussi de ce que, l'on désire faire, produire à nos abeilles, les traitements, voilà, c'est comme ça que je l'entrevois, hein, pour la lutte, globale. Et alors ce que je voulais vous dire aussi, oui, c'est ça, c'est qu'il peut arriver aussi, mais alors c'est des choses qui sont rares, mais je dirais que sur les, 200-300 ruches, on va retrouver peut-être 5 ruches, on aura pensé bien d'encager la reine, le J0, sauf que, elle était en période alors aidez-moi, quand on a 2 rennes dans la ruche, Ah oui, enfin elle une allait reine essaimer. anecbalique, ouais, non pas d'essaimage, mais l'anecbalie, enfin moi sur mes colonies, je peux observer ça par exemple sur des rennes un petit peu vieilles. Mmh. La reine va accepter que les ouvrières élèvent une autre reine. Je pense que tout le monde l'a vu ça dans ses ruches, mais du coup on se retrouve avec 2 reines au même moment dans la ruche. Moi je vois ma reine marquée que je mets dans ma cage, gentiment, et au final la rupture de ponte est faite puisqu'il y avait une autre reine en même temps. Et pour le coup ces Mmh. colonies-là, il faut enfin voilà, il faut quand même un petit traitement de sûreté, là, pour le coup, il y a pas grand-chose à faire d'autre qu'un acide formique, quand on se rend compte, enfin du l'acide formique pro, quand on se rend compte qu'en décageant la reine, et qu'on veut faire le premier traitement à l'acide oxalique, en fait, la ruche est encore avec plein de operculés, puisqu'il y avait 2 reines dans la ruche et qu'on en a, encagé qu'1. Voilà, c'était ça tout à l'heure que je voulais vous dire. Ça peut être le petit aussi, enfin ça peut enfin, voilà, pour les gens qui essaieraient, là, ce serait pas de chance, mais on pourrait se retrouver avec ce genre de configuration. C'est-à-dire 2 rennes dans la ruche, ils en Mmh. cachent qu'1 et pour le coup, c'est assez rare, mais ça enfin, je l'observe assez fréquemment quand même, ouais. Et Donc c'est il vrai faut qu'après là, prévoir en du parallèle un traitement, palliatif, quoi, je dirais, enfin un traitement, qui va remplacer l'acide oxalique qui sera de toute façon pas efficace si on traite avec du courant operculé, ouais. et là, par exemple, toi, tu te situes en bio, mais par exemple, si, vous êtes en apiculture conventionnelle, vous pouvez également utiliser le traitement, sélectionné pour l'année en cours. Là, cette année, on est sur du Bévarol, mais c'est également possible si, on arrive dans ce genre de configuration, tout simplement, d'utiliser le Bévarol ou lorsqu'on sera sur une année à mitraz l'an prochain, bah, d'utiliser justement, la molécule amitraz pour pouvoir, traiter vos ruches, en tout cas si vous êtes en conventionnel à cette période-là. On est sur le traitement d'été, donc habituellement, c'est souvent, les traitements que vous avez l'habitude de justement d'utiliser. Donc c'est toujours possible de revenir sur ces traitements-là, si vous rentrez dans une configuration comme celle-ci et que vous sentez pas entre guillemets encore, heu capable d'utiliser le Formic Pro parce que vous vous posez des questions sur justement l'utilisation, de faire attention aux températures et que ça vous inquiète, c'est aussi une possibilité pour ceux qui sont en apiculture conventionnelle. Et puis maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc je vais arrêter de partager, du coup, la présentation et puis on va voir si, s'il y a eu des questions. Hop là. Alors qu'est-ce que ça donne dans le chat? Bonjour, pourquoi n'utiliserait-on pas un Genter ou équivalent Nico? Au moins, on récupérerait si on veut quelque chose. Quand vous dites que certaines cages existent pour cadre de hausse, ça veut dire que c'est utilisable en divisible d'Adam. Est-ce que tu as une réponse à donner, Je Amaury? sais je sais pas ce qu'est le Genter, Jérôme, C'est une méthode, d'élevage, particulière avec, un système de cage qui est inséré dans le cadre, qui permet à la reine de pondre de pondre dedans, ouais. pour éviter de faire un greffage, quoi. Bah, Mais ça oui, ça j'ai ma ça ça marcherait. Enfin voilà, oui, il y a pas de si tu as raison. ça, tu peux essayer avec ça, ouais, carrément, ouais. Mmh. Mmh. Et après moi je parlais il a parlé de ruches divisibles. En fait, moi en fait, mes ruches sont au moment de l'encagement sont au moins avec une hausse. Certaines fois le châtaignier est pas récolté, donc elles peuvent être avec,
Bon, cette année, hein, je dirais 5-6 hausses minimum, hein, à peu près. Mais du coup, non, voilà, ils ont toujours une hausse et moi, j'utilise un cadre de ces hausses ou de cette hausse vide dans lequel, il est plus pratique d'écraser la cage et de l'introduire, au milieu du couvain. C'est juste pour m'éviter de découper, l'espace de la cage dans un cadre de couvain. C'est juste un gain de temps et je vois pas de différence entre la découpe et l'introduction dans un cadre vide de hausse, dans les ruches, quoi. Voilà. Je sais pas si la personne enfin, j'ai répondu à Ouais, elle nous a quittés, parce qu'elle avait une autre réunion, mais d'accord. je pense que ça répond à sa question, en tout cas. Est-ce que sur ton cadre de hausse, tu le mets en position centrale basse ou sur un côté? Parce que j'ai vu, quelques recommandations qui est de mettre, les Scalvini dans un coin à 7-8 centimètres, et cetera, ou peu Ah, je ne me importe? fais pas chier, hein. Non, non, je prends Ouais, le cadre de hausse, je le pose à plat, j'écrase, en plein milieu, tu vois? Un cadre de hausse, si tu mets la Scalvini dessus, il y a plus beaucoup il d'espace reste de plus toute beaucoup façon. d'espace, ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Et puis après, il y avait juste une question en fait de Thierry qui nous demandait en fait de lui redonner les seuils varois sur l'Ange en septembre. Donc tout ça, il n'y a pas de souci, je vous retransmettrai toutes les données. Là, je ne l'ai pas spécifiquement en tête maintenant. Je ne sais pas si toi, Jérôme, tu l'as en tête, mais sinon, Non, je vous retransmettrai toutes ces informations-là sans aucun souci, hein. non, Et j'ai puis pas du coup, le comptage sur l'ange, je les ai pas en tête, je fais essentiellement du phorétique, donc ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Il n'y a pas plus de questions, donc peut-être qu'on a été très clair. En tout cas, je te remercie beaucoup, Amaury, d'avoir apporté ton témoignage de professionnel. Et je pense que bon, bah, il y a quand même l'équipe de France qui joue contre le Portugal tout à l'heure. Donc, c'est Ah, peut-être pour ça que, on a eu possible. quelques désistements sur les 85 inscrits. Mais en tout cas, merci beaucoup, bah, Amaury, de ta participation et de ton apport. Il y a pas de Merci. quoi, hein. Après, s'il y a des gens qui ont encore des questions, il est peut-être le temps de les poser, hein, si je sais pas mmh. si, il est temps. J'ai 5 minutes. Moi, j'irai pas voir le foot, donc il y a pas de problème, mais il y a aucun souci, ouais. Bon, on peut attendre encore 1 ou 2 minutes si, s'il y a des questions justement qui n'ont pas été encore posées. Juste pour que tu nous reprécises, Amaury, par exemple, toi tu combines, donc tu as des ruches avec tes hausses dessus et est-ce que tu combines une action de retrait des hausses avec des cagements, je sais pas, ou comment ça Gé s'organise gé toi? Généralement, oui, c'est ça, enfin, je récolte le chasse-abeilles, donc généralement, je fais la pose des chasses-abeilles et l'encagement, dans la même, au même moment, ouais. J'essaie de voilà, quitte à bouger les hausses, je les bouge pour les reposer sur les chasses-abeilles, ouais. En tout cas, je les remets sur il y a toujours une hausse vide, quand je pratique comme ça, il y a toujours une hausse sur les ruches, je tout le temps de l'encagement, ouais. Parce que pendant l'encagement, les ruches sont capables de rentrer du miel, dans la hausse, petitement, mais elles sont quand même, tout à fait capables de rentrer du miel pendant l'encagement, ouais. OK. On n'a pas l'air d'avoir plus de questions. Donc, en tout cas, n'hésitez pas si vous pouvez revenir vers nous. On conserve tous les cadres de corps après le décagement de Marc-Antoine. Alors là, Marc-Antoine, tu conserves tous les cadres, oui, je sais pas, sa question s'est resserrée, je comprends pas bien. Du coup, tous les cadres de corps sont laissés tels quels en ruche, ouais, on libère la reine et puis la reine refait son boulot, avec les cadres restants dans la ruche, ouais. Je sors pas de cadre, en tout cas, moi, entre le moment où j'encage et au moment où je décage. Quelques semaines après, je peux resserrer les colonies en fonction des populations, restantes, mais je ne sors pas de cadre de corps, pendant l'encagement ou le décagement, ouais. Ensuite, je pense que tu as répondu à sa question. N'hésite pas, en tout cas, à nous le dire, Marc-Antoine, si on a bien répondu à ta question. On en a une autre, du coup. Quel mode opératoire pour mener une colonie à nu en quelques mots? Donc, pour mener une colonie à nu, bah, il y a
plusieurs options. Soit on griffe les cadres, c'est ce que tu disais, Maury, tout à l'heure, ou soit en fait on va prendre les cadres un par un, secouer les abeilles, leur remettre des cadres sur lesquels la reine peut pondre et puis réaliser le dégoûtement ensuite sur cette colonie-là. Amaury, toi, tu aurais une autre technique? Bah, non, après c'est ça le retrait de couvain, ça alors le griffage des cadres, moi je ne le fais pas, griffer le couvain, je fais pas, mais j'ai pu pratiquer ça, quand vos colonies sont encore, sur une hausse, 2 hausses, 3 hausses de miel en fin de saison. Et ben, je prends les cadres de couvain operculés, de la ruche et je laisse que les 2 cadres de rive, si elles en ont et je remets avec, les ruches sur 2 cadres, 2-3 cadres de gaufres et en fin de saison, c'est là, comme tu disais, c'est compliqué, c'est il faut qu'elle réétire ses cadres donc voilà, si on n'a pas disponibilité de cadres déjà, bâtis, la reprise de ponte peut être un peu délicate, quoi. Mais l'idée, c'est de sortir le couvent operculé, sortir ce couvent operculé avec des abeilles quand même pour que la ventilation se fasse correctement et du coup, ces 4 sorties des ruches de couvent operculé sont traitées avec, des traitements, type, pour moi acide formique, mais on pourrait imaginer les traiter avec, des traitements longue durée et la colonie dans laquelle on a enlevé donc ces cadres de couvain qui se retrouvent avec des cadres nus ou des cadres, bâtis mais vides, heu et la reine étant dans cette ruche et ben, il faut la traiter à l'acide oxalique, après ce retrait de couvain, sachant qu'on ne peut pas traiter à l'acide oxalique, dans les hausses, par exemple. Donc il faut, jonctionner le retrait de couvain et la récolte de le retrait de couvain dans un cadre, amateur avec peu de ruches, c'est trop technique et trop compliqué à traiter. Enfin, c'est mon point de vue, mais on pourrait c'est vraiment une autre méthode, hein, c'est pas simple. Là, pour le coup, le nombre de varroa phorétiques est extrêmement important, le couvain qu'on extrairait de ces ruches-là et qu'on traiterait, à part, peut vite se retrouver, avec une telle phorésie de varroa que le traitement, elles arriveront pas à tenir le traitement et elles vont s'effondrer, ça m'est déjà arrivé. Enfin, c'est trop technique. À mon sens, l'encagement est beaucoup plus simple, beaucoup moins dangereux qu'un retrait de couvain, ouais. Ok. Est-ce que Denis ça a répondu à ta question? Par contre, pour compléter, en attendant, Amaury, un retrait de couvain au printemps est carrément envisageable. Par contre, c'est assez simple à faire sur une colonie qui est repérée très Infesté, infectée. ouais. Mmh. Et du coup, tu fais un bon retrait de couvain et tu recrées des essaims toujours avec le même système d'introduction de cellules à 7 jours, de J10 à 7 jours et traitement au printemps. Là, ça se fait quand même assez bien même pour en amateur. Plus facilement, ouais. Mais Ouais, bon, ouais, c'est ouais. vraiment une autre méthode, hein, il faut et puis Oui, oui. enfin, faut un peu de rigueur, voilà, c'est l'introduction à mais oui, oui, mais là, enfin, ça me paraît quand même plus trop enfin, puis trop hasardeux. Enfin, pour un voilà, dans un traitement alternatif, quand on a envie de s'y mettre, le retrait de couvain me paraît quand même Hmm, plus compliqué. Mais plus simple au printemps, oui, certainement. oui. Bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir davantage. Ah, quoique. Date limite pour l'encagement, s'il vous plaît. Ça m'est arrivé de le faire début septembre, mais je pense que 15 août, c'est le grand maximum, ouais. Pour qu'elle puisse refaire justement Les ses abeilles d'hiver, ouais. hivernantes. Mmh. Mmh. C'est vrai que généralement, il est pas mal recommandé de le faire pendant la dernière mielée, en fait. L'avantage, c'est qu'on a pas mal d'abeilles qui se situent dans les hausses, donc pour trouver la reine, c'est plus simple. On va Mmh. avoir suffisamment de butineuses pour justement aller chercher cette dernière mielée. Et puis du coup, on n'est pas sur un encagement qui est tardif, on est sur un encagement qui est presque précoce finalement. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça peut être une bonne solution de partir sur un encagement au milieu de la dernière millée. J'espère qu'on a répondu à tes questions, en tout cas, Marc-Antoine.
J'en profite pour te remercier d'ailleurs, Jérôme, pour la gestion de la salle, pour aussi la participation. Merci beaucoup, Jérôme. Bah, de rien. De rien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas davantage de questions, on va se quitter là-dessus. Je te remercie une fois de plus, Amaury, Pas de souci. d'être intervenu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut, ouais, à une prochaine. Ça marche, Salut. salut.